Je reçois Dr Gilbert Kabanda Kourenga, général à la retraite après 47 ans de loyaux et bons services dans l'armée nationale, ancien commandant du corps de santé des FARDC, ancien président du conseil médical de l'aviation au ministère des Transports et voies de communication de la RDC et ancien ministre de la Défense. Il est actuellement ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Il faut dire que en 1960, l'indépendance, pour nous qui étions des élèves des écoles catholiques, c'était un cauchemar. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, les missionnaires nous avaient laissé entendre que le Lumumba était un communiste et que le Congo allait entrer dans une épisode de trouble, et nous étions très inquiets, au point que d'ailleurs à l'école Sainte-Thérèse, où je terminais justement mes 6 ans primaires, on a dû avancer la fin de l'année scolaire. Au lieu de terminer l'année scolaire avec les professeurs, parce que nous avions un enseignant qui était belge en 6e primaire, et nous l'appelions professeur, il s'appelait Veracelt. Eh bien, comme ils avaient peur de se retrouver à Bukavu au 30 juin, ils ont quitté, ils sont partis plus tôt, et c'est un instituteur de la 5e primaire qui nous a pris en charge le dernier mois de l'année scolaire. Et donc, ils vous ont presque abandonné? Abandonné, oui, en quelque sorte. De toute façon, ils avaient peur, et nous avons terminé régulièrement l'année scolaire, parce que nos instituteurs à ce moment-là, c'était des hommes très compétents, et puis l'essentiel était fait. Lui, il est resté là pour nous faire passer les examens. Mais c'est pour vous dire que c'était un cauchemar. L'indépendance en 1960 dans les milieux catholiques. Des amis d'enfance, j'en ai 3, je crois. Très rapidement, je vois un qui est à Goma, je vois un autre qui est à Lubumbashi. Il n'y en a pas beaucoup, je dois le dire. Et on se communique très peu. Vous savez que nous avons un âge qui est au-delà de ce qu'on appelle l'espérance de vie dans un pays comme le nôtre. Mais j'en ai encore quelques-uns, 3 ou 4 de mon enfance. Je vais vous dire par exemple que dernièrement j'étais chez moi, à Mouchekere, il y a exactement 1 an. J'ai demandé de visiter ma classe de, comment on appelait ça, de Kipoussi, c'est-à-dire Kipoussi, c'était le jardin d'enfants, l'école gardienne, voilà. Je suis entré dans cette classe-là, où j'avais fait en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui l'école gardienne. J'ai trouvé que mon banc, le banc sur lequel je m'asseyais en 1953, avec un trou pour en crier, était encore là. Et j'ai demandé au responsable de l'école de le garder. Je reviendrai pour en faire un musée. Et je me prépare à aller en faire un musée. Les bonnes choses, c'est que sur le plan social, la vie n'était pas dure comme aujourd'hui. Je donne un exemple.
Quand on était malade, on était soigné gratuitement à l'hôpital. Il suffisait de se rendre à l'hôpital. Tout simplement. Oui. L'école primaire était gratuite, comme maintenant le président est en train de ressusciter la gratuité de l'école. Chez nous, à Bukavu, plus précisément, c'est déjà une région où il y a abondance de nourriture. La faim était inconnue quand j'étais à l'école primaire. Oui, j'étais un grand maraudeur. Ah, ça c'est bien. J'aimais beaucoup les fruits et je continue d'ailleurs à aimer les fruits. Et comme il y avait beaucoup d'espace, de jardins, beaucoup de bois avec des fruits sauvages, et donc des fruits qui n'étaient pas à acheter. Il y en avait beaucoup. Je passais beaucoup de temps, après l'école primaire bien sûr, parce que pendant les heures de classe, je ne maraudais pas, mais c'est après que nous avions les goyaves, les oranges, les avocats, qui étaient des fruits sauvages, entre guillemets sauvages, à ce moment-là, chez nous à Bukavu. Écoutez, des leçons pas bonnes, c'est qu'on sentait une sorte d'apartheid. Une sorte d'apartheid parce que il n'y avait que des écoles 100% pour noirs et des écoles 100% pour blancs. De temps en temps, les Belges, puisqu'il s'agit bien de eux, qui utilisaient certains employés, ils pouvaient les chasser quand ils voulaient. Si vous faites une faute, je ne pense pas que le syndicat à ce moment-là existait. Il y a eu chez les Noirs ce qu'on appelait les évolués. Quelques Noirs avaient réussi à se mettre un peu plus au-dessus de la moyenne des autres Noirs. C'était souvent des enseignants, c'était des infirmiers, c'était des administratifs dans la fonction publique. Cela était intermédiaire entre le gros de la population et le blanc. Bon, eux, ils pouvaient déjà accéder à certaines considérations, si vous voulez. Bon, mais en général, il y avait un apartheid, mais qui ne disait pas son nom. On ne l'appelait pas apartheid. Bon, les acquis de la colonisation, il y a un acquis. La bonne gestion. La bonne gestion que, du reste, certains de nous-mêmes ont apprise. Le respect des biens publics. La bonne moralité en société. Ça, ce sont des valeurs, je dois le dire, qui existaient aussi dans nos villages d'une certaine manière, mais qui n'étaient pas, si vous voulez, à prendre comme telle dans une vie que nous appelions entre guillemets civilisée. Parce que quand vous accédez aux avantages et à la culture des Européens, il fallait adopter les méthodes, le comportement des Européens. Mais là, on sentait qu'il y avait le respect du bien public, il y avait la discipline dans le comportement en général du fonctionnaire, il y avait le respect de l'heure. Je me rappelle que le travail commençait toujours à 7h30. Et on devait faire en sorte que à 7h30, tous les travailleurs, l'école, tout le monde soit là. Bon, ce sont des règles de société qui sont importantes, qui régulent
la vie dans une société, et qui auraient dû être perpétuées, qui ne l'ont pas été, malheureusement. Peut-être que nous y reviendrons. Je dois dire que à la dernière année, donc à l'équivalent de la 6e maintenant, que nous appelions rhétorique, nous autres, nous étions déjà en quelque sorte courtisés, entre guillemets, par l'université Lovanium. L'université Lovanium a envoyé des brochures d'information sur Lovanium, et dans mon collège Saint-Paul des Barnabites, nous avons reçu ces brochures-là. Et j'ai été séduit par la présentation de cette université. Et comme je voulais devenir médecin, j'ai dit, une université où je peux aller. Soit dit en passant, quand j'ai terminé le collège, j'avais obtenu des pères Barnabites, où j'ai étudié, donc le collège était tenu par les Barnabites, qui sont italiens. J'avais obtenu une bourse d'études pour aller faire ma médecine à l'université catholique de Milan. Mais en comparant, en voyant ce que m'offrait Lovanium et ce que m'offrait Milan, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de différence. Je me suis dit non, je reste dans mon université, et j'ai fait. Chaque année, on reconduisait ma bourse, mais chaque année, je disais non, je viendrai, jusqu'à la fin de mes études. Quand j'ai terminé mes 7 ans, j'ai voulu cette fois-là aller à Milan pour faire la spécialisation en cardiologie. Mais il y avait malheureusement une loi qui réquisitionnait tous les médecins congolais qui terminent. Pouvaient aller dans le civil ou dans le militaire. Moi, le sort m'a mis dans le militaire. J'ai entendu un soir, au moment où je me préparais à prendre mon avion pour Milan, une ordonnance est tombée le 13 août 1973, nommant un certain capitaine médecin Gilbert Kabamba. Non, à ce moment-là, nous avions changé de nom. On n'était plus Gilbert, on était Kabanda. Et voilà comment je suis devenu médecin militaire. Il faut dire que 2 ans auparavant, comme nous avions été réquisitionnés, nous avions été plutôt mis à l'armée pour discipline, étant donné que nous avions chahuté le pouvoir en 1971, et on nous a mis de force à l'armée, nous avions passé 2 ans comme militaire. Et c'est ainsi que, finalement, ma carrière militaire n'a pas commencé en 73 après le Lovanium, elle a commencé en 71, parce que depuis 71, j'ai été 2e classe, 1re classe, caporal, et puis sergent, en tenue militaire. Nous allions en tenue au cours à l'université, à ce moment-là, devenue campus de Kinshasa, les 2 dernières années que j'ai passées à l'armée, donc sous ce statut-là de milicien. Et donc voilà. Ah oui, c'est bien cette question-là. Je voulais devenir médecin depuis l'âge de 13 ans. Et pourquoi? Pourquoi, oui, c'est le moment de le dire. En 1954, ma mère est tombée malade. Et de mon village de Mouchekere, mon petit village, juste à 3 km de la ville de Bukavu, on l'a transportée en Tipoy à l'hôpital général de Bukavu. Elle était en coma. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Nous l'avions considérée comme morte. Et 2 jours après, ceux qui allaient à l'hôpital, parce que nous autres, à ce moment-là, on ne pouvait pas accéder à l'hôpital, nous ont dit « Maman va rentrer à la maison demain. » Donc,
moi j'ai considéré que ma mère était ressuscitée. Et depuis ce temps-là, c'était en 1957, j'avais 13 ans, non, j'avais 11 ans plutôt, voilà, j'avais 11 ans, j'ai décidé de devenir médecin. Pour ressusciter et les cette autres. idée ne m'a plus jamais quitté jusqu'à mon doctorat. Wow. Voilà. Attendez, une correction. Le diplôme qu'on donnait à l'université Lovanium, Kinshasa, en notre temps, à la fin des études de médecine, à la fin de 7 ans d'études de médecine, c'est un diplôme de médecine générale, on l'intitulait diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Ok. Voilà. Et donc là, vous vous spécialisez maintenant en Après médecine, ça, aéronautique et quand spatiale. on allait se spécialiser, bien entendu, on prenait la spécialité. Moi, j'ai pris la médecine aérospatiale parce que, comme je vous ai dit, on m'a réquisitionné à l'armée en 1973 et on m'a envoyé à Kamina, à l'école de vol. Nous avions l'école de vol de l'armée à Kamina, qui était tenue par des Italiens. Et nos pilotes militaires commençaient leur entraînement à la base de Kamina, sur nos propres avions, mais c'était une école tenue par les Italiens. Et comme j'étais médecin de l'école de vol, ma hiérarchie militaire a estimé qu'il fallait que j'aille me perfectionner dans la médecine qui gère tout ce qui est aviation. Et c'est ainsi que, une année seulement après mon diplôme, c'est-à-dire en 1974, j'ai eu un ordre d'aller faire la médecine aéronautique et spatiale à l'université Sapientia de Rome. Voilà. Très brièvement, c'est la médecine qui gère notre corps, l'organisme humain, lorsque cet organisme humain est placé dans l'air ou dans l'espace. Pourquoi? Parce que lorsque vous montez en altitude, il n'y a plus suffisamment d'air. À un moment donné, il y en a tout simplement plus. Lorsqu'en plus vous êtes dans un avion qui vole à l'altitude que vous connaissez, vous avez déjà pris les avions, qu'il y a des vibrations, qu'il y a une atmosphère à l'intérieur de l'avion, tout cela, ces modifications physico-chimiques du milieu dans lequel vous évoluez, la mécanique de l'avion qui agit sur votre organisme, eh bien, votre corps ne fonctionne plus comme s'il était au sol. Un éclaircissement, si vous montez à 4000 mètres d'altitude, maintenant nous respirons bien, n'est-ce pas? Si vous montez au-delà de 4000 mètres d'altitude et vous y restez plus d'une heure, vous mourrez. La pression augmente et il n'y a pas d'oxygène. Non, pas la pression diminue, c'est la pression de l'air qui diminue. Et la pression de l'air est faite à 21% par l'oxygène. Donc, c'est un petit exemple que je vous donne. Maintenant, spatial, lorsque vous prenez des engins comme les engins spatiaux qui vont au-delà de l'espace, à la Lune et autres, là où il y a la pesanteur, donc vous n'avez plus de poids. Vous comprenez que votre physiologie change. Il y a des répercussions sur le corps. Aéronautique et spatial vous fait changer de fonctionnement physiologique. Et c'est cette médecine-là qui fait en sorte que, tout en étant dans ce milieu-là, vous puissiez vous comporter comme dans un milieu normal. Eh ben, c'est cette médecine-là qu'on appelle médecine aéronautique et spatiale. Je le ferai davantage avec plus de raison, parce que vous voyez la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour inviter la jeunesse congolaise à se faire, réserviste, parce que notre pays est agressé, vous le savez bien, et que quand un pays est agressé, tout citoyen est appelé à
prendre les armes, bien entendu de manière organisée. C'est ainsi que notre pays a prévu d'ailleurs, et c'était sous ma démarche, une loi qui appelle tout citoyen qui en a envie de se faire réserviste de l'armée et d'être appelé aux armes en cas de besoin. Cette loi, elle est en voie d'application parce qu'il reste des mesures administratives qui devraient être mises en place par le ministère de la Défense nationale. Cette loi, plus les mesures d'application, tiendront compte de cela pour que les jeunes qui vont venir comme réservistes soient pris en charge de manière convenable. Mais au-delà de cette loi, quand le président a fait l'appel à la mobilisation générale en novembre l'année passée, il y a presque un an, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Il y a pas moins de 40-50 000 qui sont venus et qui sont à Kitona, à Kamina, tout ça en train d'être formés et qui vont former, constituer un sang nouveau dans nos forces armées. Donc les jeunes n'ont pas traîné les pieds. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Non. Bon, il faut vous dire que avec ce qui nous est arrivé en 1997, c'est-à-dire l'entrée de l'AFDL, ce que vous connaissez, le mélange de ceux qui délibérateurs et de l'armée, bien il y a eu des problèmes qui ont été générés par cela. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'il y a eu, c'est que nos centres de formation, que vous connaissez, Kotakoli, Kitona, Kamina, d'autres centres, depuis 1997, ont connu un coup qui a fait que l'instruction militaire chez nous a fortement régressé. Je vous rappelle que jusque dans les années 90, beaucoup de pays africains envoyaient leurs militaires se former chez nous, à Mazangungu, pour le parachutage, pour le commando, pour l'aviation, Kamina, ainsi de suite. Mais il y a eu, ce que vous connaissez très bien, depuis 1997, qui a fait reculer notre capacité de former et qui a amené notre armée au point là où elle est. Et je pense que maintenant, avec le président Félix Tshisekedi, vous avez vu comment il a fait l'appel à la jeunesse. Il y a eu la loi de programmation militaire que j'avais fait publier quand j'étais ministre de la Défense, qui va reconstruire cette armée, qui va refaire la formation, le recrutement, les équipements, ainsi de suite. C'est une école absolument indispensable. C'est une école de haute stratégie, on vous dit bien de haute stratégie de défense. Le Congo, votre pays, est un géant en Afrique et dans le monde. Lorsque vous êtes géant, vous ne pouvez pas ne pas penser à ce que vous serez agressé. Et pour prévenir les agressions, pour repousser les agressions, vous devez avoir des gens formés de haut niveau, notamment dans cette école-là. Aujourd'hui, cette école a débordé. Son nom, sa renommée a débordé les frontières nationales. Il y a beaucoup de pays africains qui commencent à envoyer des officiers
étudié là-bas, des pays d'Afrique centrale. Il y a même des pays au-delà de l'Afrique centrale, du Sénégal et d'ailleurs, qui ont constaté que c'est une école de très haut niveau et c'est une fierté nationale. De bons souvenirs que je garde, eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a tellement que je ne sais pas les énumérer. Mais prenons-en deux, simplement. Deux. C'est que j'ai réussi à construire un quartier général pour le corps de santé militaire qui n'existait pas. J'ai aussi réussi à créer une unité médicale d'intervention rapide. Une unité nouvelle qui n'était pas initialement dans l'organisation de nos forces armées, qui fait du médecin militaire non seulement quelqu'un qui intervient pour soigner les militaires blessés au combat, mais aussi qui, en cas de catastrophe, intervient pour secourir la population civile, prendre la population civile en charge. Oui, c'est le regret que notre armée ait régressé, reculé. Vous savez que nous avions... La force publique était l'armée la plus redoutée, la plus forte de l'Afrique noire. Donc jusqu'en 1960, nous avions l'armée noire la plus forte. Eh bien, cette armée a gardé une certaine hauteur jusqu'à l'arrivée de la FDL en 1997. Malheureusement, à partir de 1997, il y a eu la régression qui a occasionné tout ce que vous connaissez comme situation à l'Est. C'est ce que je considère comme une page noire, si vous voulez, dans notre armée, mais c'est une leçon aussi. Une leçon aussi pour que notre école de hautes études de stratégie de défense apprenne à créer une armée en fonction des menaces, même des menaces pouvant venir de nos propres frères africains. Elle doit être effacée. Elle doit. Et je me suis employé à contribuer à cet effacement. J'ai défini la politique de défense, qui n'était pas définie de manière claire auparavant. J'ai fait voter une loi de programmation militaire, c'est-à-dire une loi de gestion budgétaire pluriannuelle de l'armée. On prévoit 4-5 ans le développement de l'armée. J'ai fait adopter un code d'éthique et de déontologie militaire. J'ai entamé un début d'industrie de la défense. Tout cela, ce sont les bons souvenirs et que mon successeur ou mes successeurs vont sûrement capitaliser et ajouter. Et consolider. Bien entendu. L'état des lieux, vous avez suivi dernièrement le conclave du génie scientifique congolais que j'ai organisé au mois d'août, que le président de la République a patronné, présidé de bout en bout. L'état des lieux, il n'est pas brillant. C'est que notre recherche scientifique n'a pas la place qu'on donne à la recherche scientifique ailleurs. Nous avions, pour rappel, nous avions encore une fois jusqu'en 1960
les institutions de recherche scientifique dans les pays d'Afrique noire les plus avancés, notamment l'INERA, notamment l'IRSAC et d'autres, l'IRES à l'université Lobanium, ainsi de suite. Mais avec le temps, ils ont reculé, du moins en termes de rendement, et le ministère de la Recherche scientifique, qui devait encadrer ça, n'a pas bénéficié de suffisamment d'attention de la part du gouvernement, jusqu'à mon avènement. Et à mon avènement, j'ai observé ça. J'ai vu ma hiérarchie. J'ai vu le président de la République et le Premier ministre. Je leur ai rappelé ce qu'ils savent. C'est que tous les pays du monde, qui veulent se développer, eh bien, ils se développent par la recherche scientifique et innovation technologique. Dieu merci, j'ai été entendu par mes deux chefs et je leur ai dit, puisque notre recherche scientifique a pratiquement disparu dans la réalité de la vie nationale, permettez-moi d'organiser un conclave du génie scientifique congolais qui va montrer que nous avons du génie dans le pays et que ce génie a besoin, comme dans tous les pays du monde, d'être encadré pour créer les valeurs socio-économiques dont le pays a besoin pour se développer. Parce qu'il n'y a que par cette voie-là que les pays se développent. C'est par leur génie scientifique que les pays se développent. Dieu merci, ma hiérarchie m'a écouté, nous avons réalisé le conclave et maintenant, le ministère de la Recherche scientifique est placé sur une orbite tout à fait différente de l'orbite ancienne et avec la ferme détermination du président de la République, du Premier ministre, je vous donne rendez-vous dans un an. Vous constaterez que la recherche scientifique commence à donner au pays un nouveau visage. Nous avons des génies, nous avons des inventions qui peuvent, d'ici maximum, je dis bien maximum, 2 ans, donner au peuple congolais une autre idée de ces chercheurs, de ces inventeurs, parce que ce sera made in DRC, in Democratic Republic of Congo, donc fabriqué chez nous-mêmes. C'est déjà fait. C'est déjà fait. La première décision que le président de la République a prise, c'est de faire passer le budget de la recherche scientifique de 0,5%, retenez bien, 0,5% à au moins 3% pour 2024. Donc, et c'est déjà fait, c'est dans le document qui est déjà au Parlement d'ailleurs. Eh bien, nous sommes à au moins 3% et il y a sûrement la volonté pour que de 3% nous avancions. Écoutez, la Chine aujourd'hui, qui est en train de devenir pratiquement la première puissance économique du monde, a un budget de recherche scientifique de 23%. Aucun pays européen, parmi les pays européens, n'a un budget de recherche scientifique inférieur à 8%. Aucun. C'est vous dire que si vous voulez devenir fort, un pays qui doit devenir fort, eh ben, sa force lui vient de la recherche scientifique, de l'invention et de l'innovation. Beaucoup. Je vous informe que la première bombe atomique qui a mis fin à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale,
en 1945, a été produite aux États-Unis grâce à votre pays. Votre pays qui a fourni le combustible indispensable qu'on appelle l'uranium pour produire cette bombe atomique. Et notre uranium de Chinkolobwe, qui est toujours là, nous avons parmi les gisements les plus riches du monde. Nous avons aussi le premier réacteur nucléaire de l'Afrique subsaharienne, qui a été installé par feu Monseigneur Luc Gillon, ancien recteur de Lovanium, premier recteur de Lovanium, en 1959. Donc nous sommes le premier pays nucléaire de l'Afrique subsaharienne. Pas pour faire la bombe, mais pour faire l'usage, ce qu'on appelle l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Nous avons une centrale nucléaire à l'université de Kinshasa. C'est celle-là qui est la toute première en Afrique subsaharienne. Et cette centrale, nous l'utilisons à des fins pacifiques, c'est-à-dire qu'il nous produit des résultats pour développer l'économie, développer la médecine, développer l'agriculture, développer la pharmacie, développer tout ce qui est vétérinaire, l'énergie atomique, développer l'énergie électrique pour produire l'énergie électrique. Nous devons absolument aussi, en tant que pays, je vous dis bien, producteur d'uranium parmi les plus importants du monde, premier pays nucléaire d'Afrique noire, nous devons absolument utiliser l'énergie atomique pour le développement de notre pays. Ils ont suivi le message du président de la République à la clôture du conclave. Ils ont suivi aussi mon message. C'est que tous ces chercheurs, à partir de notre conclave, vont être pris en compte par deux structures. Il y a une structure qu'on appelle, qui est déjà créée et qui va être fonctionnalisée dans le prochain budget, qu'on appelle Fonds national pour la recherche scientifique. Un fonds, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'argent, qui sera alimenté notamment par ce budget qui a été augmenté. Mais il y a une deuxième structure qui est pratiquement contiguë à la première, c'est nous l'appelons l'incubateur. On va mettre en place une structure technico-administrative pour que tout inventeur, tout chercheur qui a vraiment de la substance dans sa recherche, soit encadré, soit incubé, comme dans une couveuse, pour que on l'aide à développer ce qu'il a en tête, ce qu'il a dans son esprit comme invention. Cette structure-là, je crois que avant la fin de toute façon de notre mandat ici, c'est-à-dire avant le 20 décembre, cette structure sera là. Donc ça fait deux structures. Le fonds, il existe déjà. L'incubateur va être créé bientôt. Eh bien, ce sont ces deux structures-là sur lesquelles les chercheurs doivent compter pour qu'ils ne soient plus comme ils ont été jusque-là. Jusqu'au moment où je n'aurai plus d'énergie intellectuelle et physique. Quand on est jeune, on ne peut pas se décourager. La vie est une lutte. Il faut savoir ce qu'on a en soi. Et une fois qu'on sait ce qu'on a en soi, eh bien, Dieu nous a tous donné des talents. Il suffit de découvrir le talent que vous avez en vous. Vous cherchez le bon conseiller.
vous cherchez le bon manager et vous avancez. Donc la jeunesse n'a pas à se décourager. C'est un problème d'encadrement. Il est vrai que c'est nous, les aînés, qui devons créer ces conditions et c'est pour cela que je vous dis que dans mon cas, le cadre de la recherche scientifique, je suis en train de créer un cadre où, en fait, la jeunesse est parmi la souche la plus nombreuse, hein, qui s'adonne à la recherche, qui invente des petits trucs, ainsi de suite. Je crois que vous êtes au courant. Eh bien, cette jeunesse-là doit penser, doit savoir que elle sera prise en charge dans le cadre de ces deux structures dont je vous ai parlé. Deux choses. Un, une bonne moralité. Deuxième chose, faire un apprentissage sévère de la bonne gestion, c'est-à-dire des techniques de management. Ce sont les deux, domaines dans lesquels notre jeunesse doit absolument savoir qu'il doit intensifier son apprentissage. J'insiste, la bonne moralité sociale, et le management, les règles de gestion qui sont universelles. Eh bien, un pays qui veut devenir grand, sa jeunesse doit maîtriser ces deux. Voilà.